Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. On va pouvoir peut-être commencer. Donc, nous vous remercions de vous être connectés ce soir pour cette première session à destination principalement des médecins et des pharmaciens du Grand Est, organisée par le Centre de référence des maladies vectorielles à tiques de l'Est de la France. Je suis le docteur Elisabeth Beau, je suis infectiologue au CHU de Nancy et je m'occupe de coordonner le centre de référence des maladies vectorielles à tiques du Grand Est, donc le CRMVT Est. En guise d'introduction, laissez-moi vous présenter notre structure qui a été créée en 2019. Il existe 5 centres de référence en France. Il s'agit des hôpitaux de Rennes, Villeneuve-Saint-Georges, Clermont-Ferrand-Saint-Étienne, Marseille et puis Strasbourg-Nancy. À ces centres de référence sont accolés des centres de compétences. Pour notre région, il s'agit de Colmar, Mulhouse, Saint-Dizier, Besançon, Reims et puis Strasbourg et Nancy. Nos missions sont l'expertise, la prise en charge de recours, la communication ainsi que la recherche et la formation. C'est donc dans ce contexte que nous vous proposons ce webinaire. C'est le docteur Simon Gravier, qui est infectiologue à l'hôpital de Colmar, qui débutera avec une première présentation portant sur l'encéphalite à tiques. Ensuite, le professeur Yves Hansmann, qui est infectiologue au CHU de Strasbourg, nous expliquera la conduite à tenir devant un résultat de sérologie de Lyme. Ces présentations sont enregistrées d'ores et déjà et seront disponibles sur le site internet des CRMVT à l'adresse crmvt.fr en replay. Vous pourrez, pendant les présentations, poser des questions dans l'onglet questions-réponses et à l'issue des présentations, j'en poserai quelques-unes en fonction du temps qui nous sera imparti. Un questionnaire de satisfaction vous sera adressé également par mail dans les prochains jours et nous vous remercions de bien vouloir prendre le temps d'y répondre afin de vous proposer des formations qui soient adaptées à vos besoins dans le futur. Je vous souhaite un bon webinaire et Simon, je te laisse la parole. Très bien, merci Elisabeth. Je vais partager mon écran. Donc bonjour à tous. Je suis le docteur Gravier Simon, donc je suis médecin à l'hôpital de Colmar en infectiologie. Et donc je vais vous faire une présentation ce soir sur l'encéphalite à tiques, ce que doit savoir le médecin et le pharmacien. Alors j'ai fait une présentation interactive avec des questions qui viendront au fil de la présentation. Donc si vous voulez participer aux questions et pouvoir voter, il faut que vous scanniez le QR code ou alors que vous en allez sur le site wooklab.com et rentrez le code de l'événement EBYBUC pour pouvoir répondre aux questions. Et ensuite, en scannant le QR code, ça vous emmène sur le site internet et au fur et à mesure, vous pourrez répondre aux questions. Donc je vous laisse juste un petit peu de temps pour scanner le QR code ou aller sur le site wooklab.com. Et voilà, je commence ma présentation. Du coup, alors je vais commencer par un cas clinique. Donc il s'agit de Monsieur G, patient de 61 ans, donc habitant de la vallée de Münster en Alsace, qui est à une vallée vosgienne à l'ouest de la ville de Colmar. Donc peu d'antécédents, juste une ablation du faisceau de Kent, pas de voyage en dehors de l'Europe et une notion de vaccination TBE il y a une quinzaine d'années. Il se fait piquer par une tique fin juillet, le 31/7, qu'il enlève avec un tire-tique et 4 jours après, il présente de la fièvre à 39, des myalgies des membres inférieurs, des céphalées et une asthénie. L'examen clinique ne révèle pas d'anomalie particulière et la prise de sang montre une thrombopénie avec 56 000 plaquettes, une leucopénie prédominant sur les polynucléaires neutrophiles avec 0,7 Gg par litre de neutrophile, une hémoglobine à 15 g par décilitre, une cytolyse hépatique modérée, une fonction rénale normale et une CRP à 2 mg par litre. Donc voilà la première question. Quel diagnostic évoquez-vous ? 1, une borréliose de Lyme, 2, une anaplasmose, 3, une infection par le virus TBE, 4, un Covid-19, 5, une babésiose et 6, une rickettsiose. Alors, si vous avez pu vous connecter à Wooklab, normalement, vous pouvez voter. On va tout de suite voir si ça marche. Bon, visiblement, il y a des gens qui
qui votent, donc c'est que ça marche. J'attends un petit peu pour laisser le temps aux gens de réfléchir. Bon, on voit que la réponse numéro 1 a beaucoup de succès. Bon, du coup, il y a encore des gens qui votent. Ok. Bon, on va regarder les réponses. Donc, les bonnes réponses étaient une anaplasmose, une infection par le virus TBE, Covid-19 et une babésiose. Alors, la borréliose de Lyme, bon, juste entre parenthèses, des choses sont discutables. C'est plus dans ce cas clinique, il y a un cas en fait du service où on avait évoqué certaines choses, d'autres pas. Il y a parfois des réponses qui sont discutables, mais bon, c'est plus pour mener des discussions. Et... En tout cas, la borréliose de Lyme, plutôt non, car le tableau fébrile et une fièvre à 39 très élevée et paraît peu compatible avec ce diagnostic. L'anaplasmose est une maladie vectorielle lactique qui donne ce type de tableau, notamment au niveau biologique, avec des thrombopénies, une cytolyse. Une infection par le virus TBE est compatible. Un Covid-19, c'est peut-être un petit peu tordu, mais vu le contexte, le tableau fébrile, je pense qu'il faut toujours y penser, même si le tableau de cytopénie est atypique. Une babésiose est également un diagnostic à citer dans ce contexte de piqûre de tableau fébrile après piqûre de tique. Et une rickettsiose, on ne l'avait pas évoqué en premier, devant l'absence de signes cutanés, notamment d'escarres au point d'inoculation. Donc, le bilan étiologique chez ce patient a montré un frottis sanguin sans anomalie, une sérologie PCR anaplasma et babésia négative, une sérologie TBE négative, un frottis Covid négatif et des hémocultures négatives. Donc, le patient est traité par doxycycline 200 mg par jour en raison de son activité sur plusieurs pathogènes transmis par les tiques, notamment l'anaplasmose. Pendant 7 jours, son état s'améliore rapidement après quelques jours avec disparition complète des symptômes. Et voilà. 20 jours après le début des symptômes, il reconsulte au service des urgences pour récidive de fièvre, associée à des céphalées importantes, une aphasie et des troubles de l'équilibre. Dans ce contexte de suspicion d'encéphalite, une ponction lombaire est réalisée qui retrouve un liquide clair, des globules blancs à 272 par millimètre cube avec une formule plutôt panachée, peu de globules rouges, une protéinorachie à 0,59 g par litre et un examen direct négatif. Deuxième question, quel diagnostic suspectez-vous dans ce contexte? 1. Une neuroborréliose précoce, 2. Une encéphalite atypique, 3. Une méningoencéphalite herpétique, 4. Une listériose, 5. Une méningite à méningocoque. Ok, on va regarder donc les bonnes réponses. Donc une neuroborréliose précoce, oui. Une encéphalite atypique, bien évidemment. Une méningoencéphalie herpétique et une listériose. Alors, la neuroborréliose précoce, dans ce contexte de tableau neurologique post-piqûre de tique, même si la clinique n'est pas la plus fréquente sur les neuroborrélioses, le diagnostic est à évoquer. L'encéphalite atypique, évidemment. La méningoencéphalite herpétique étant la première cause identifiée d'encéphalite infectieuse en France et un traitement curatif étant à disposition, elle est systématiquement à évoquer sur ce type de tableau. La listériose également, devant un tableau de méningoencéphalite à formule panachée, peut être évoquée. La méningite à méningocoque, par contre, moins, du
d'un examen direct négatif et également d'un LCR non ou peu compatible avec un nombre de leucocytes qui n'est pas très élevé et qui n'est pas à prédominance de polynucléaires neutrophiles. Donc, la TBE, en fait, dont on parle, qu'est-ce que c'est? Donc, d'un point de vue, c'est une maladie donc décrite pour la première fois en Autriche dans les années 30, avec un virus isolé en Russie à cette période-là. Donc, c'est un virus de la famille des Flaviviridae, flavivirus. Et c'est important parce que notamment un certain nombre d'autres virus, notamment la fièvre jaune, la dengue, du Zika ou l'encéphalie japonaise, dont les sérologies peuvent croiser avec la sérologie TBE en raison d'une homologie génotypique avec ces virus et des anticorps du coup qui croisent au niveau des sérologies. Donc c'est une maladie vectorielle, une arbovirose transmise par en fait une piqûre de tique de type Ixodes ricinus et Ixodes persulcatus. Il y a également une transmission décrite par le lait non pasteurisé d'animaux infectés par le virus, notamment les chèvres. Donc cette transmission par lait non pasteurisé est clairement non prédominante, mais récemment en France, il y a eu une épidémie dans l'Ain par du fromage de chèvre infecté qui a été l'origine d'une trentaine voire quarantaine de cas. Et suite à cet épisode, la TBE est devenue une maladie à déclaration obligatoire du coup depuis 2020 en France. Ce n'était pas le cas jusqu'alors. Il y a 3 sous-types de virus, un sous-type européen, sibérien et asiatique. Le réservoir principal, c'est les tiques, avec un cycle qui est entretenu notamment par les rongeurs sauvages qui sont souvent porteurs du virus et qui vont contaminer les tiques. Le nombre de cas en Europe en 2020, c'était 3817 cas pour une incidence toute Europe comprise de 0,9 pour 100 000 cas, pour 100 000 habitants par an. Pour se faire une idée, dans le monde, c'est à peu près 13 000, entre 10 et 15 000 cas par an, avec des cas survenant de mars à novembre, avec un pic en juillet qui correspond en fait à l'activité des tiques. Donc sur cette carte, c'est la distribution des tiques. Donc à l'ouest, en Europe, Ixodes ricinus, qui est également le vecteur de la Borrelia et de nombreux autres pathogènes. Et à l'est, en Asie et en Russie, Ixodes persulcatus. Sachant que Ixodes ricinus va être donc responsable de la transmission du sous-type européen de la TBE et qu'Ixodes persulcatus va transmettre le sous-type sibérien et asiatique. En pointillé rouge, c'est la zone d'endémie de la TBE. Donc vous voyez que c'est surtout l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest notamment et du Sud, notamment Espagne, Italie, est moins concernée, ainsi que l'Angleterre. Et on voit que la zone d'endémie en France touche juste l'Alsace. La distribution de manière un peu plus précise en Europe, on voit que c'est, donc, comme dit, surtout les pays d'Europe centrale, en premier lieu Autriche, République tchèque, Slovénie, Hongrie, les pays baltes et les pays scandinaves qui sont touchés, avec les taux d'incidence les plus élevés. Le taux d'incidence en France, toute la France compris, restant très faible. Donc là, on voit le nombre de cas d'encéphalie tique répertoriés depuis 1968 jusqu'en 2022. Premier cas décrit donc en 68 en Alsace chez un garde forestier. On voit que jusqu'aux années 2010, le nombre de cas par an était inférieur à 10, plutôt stable. Et depuis début des années 2010 et surtout 2016, une nette augmentation du nombre de cas décrits, plutôt de l'ordre de 30-40 par an, avec le pic de 2020 lié à l'épidémie par transmission digestive de consommation de fromage de chèvre. Si on regarde un petit peu plus précisément, donc comme on l'a dit, c'est surtout l'Alsace qui est une zone d'endémie du virus TBE. Il y a aussi des cas décrits chaque année, notamment en Haute-Savoie, du fait de la proximité notamment avec la Suisse, où il y a plus de cas qu'en France. Également en Auvergne, et puis les régions frontalières de l'Alsace en Lorraine. Et la région plus foncée, c'est l'Ain, où il y a eu l'épidémie en 2020. Si on fait un focus sur l'Alsace, on voit qu'en fait, donc, ce qui est bien décrit dans cette maladie, c'est qu'il y a vraiment des micro-foyers
et que la présence du virus sur un territoire n'est pas homogène. Il y a vraiment des zones où le virus est plus présent que d'autres. Et notamment en Alsace, c'est notamment vrai dans la région de Münster et de Guebwiller, où, on va dire, sur des données de 2013 à 2017, il y a plus d'une vingtaine de cas qui ont été décrits dans ces régions. Autre zone où il y a eu un certain nombre de cas donc, autour de Strasbourg, hein, donc on ne se contamine pas uniquement dans les zones fortement boisées et forestières. Une forêt périurbaine peut également être la source de la contamination, et également dans la région de Rosheim. On voit également sur cette figure un pic d'incidence du coup au mois de juin-juillet. Et juste quelques données qui peuvent vous intéresser. Donc, on estime que la prévalence des tiques adultes infectés par le virus TBE est de l'ordre de entre 0,6 et 2,1% en Alsace. Et sur la prévalence des anticorps anti-TBE virus sur les travailleurs en forêt, elle était estimée en 2003 en Alsace à 5,5%. Il y a une nouvelle étude plus récente, alors qui comprenait tout le nord de la France, où cette incidence était beaucoup plus faible, de l'ordre de 0,14%, sans que ce soit expliqué très clairement. Sachant que sur ces 0,14%, c'était même pas forcément des travailleurs forestiers originaires d'Alsace. Donc c'est un petit peu bizarre, mais c'était les données de cette étude. Donc la clinique de cette infection, c'était une incubation d'environ 8 jours, mais qui peut aller de 2 à 28 jours. La piqûre n'est pas constatée dans un tiers des cas. C'est asymptomatique dans 2 tiers des cas comme infection. Et on décrit de manière caractéristique une évolution biphasique de l'infection dans sa phase une évolution biphasique, donc dans 70 à 85% des cas, avec une première phase avec de la fièvre, une asthélie, myalgie, céphalée, en fait un syndrome pseudo-grippal, mais sans signe respiratoire. Puis survient une guérison, entre guillemets, avec une période libre d'environ 7 jours. Et puis une deuxième phase, dite phase neurologique, où le patient présente des tableaux allant d'une méningite, sans autres signes neurologiques, avec fièvre, céphalée, nausée, raideur méningée. Et dans 40% des cas, cette phase neurologique se traduit par une méningoencéphalie, donc avec des signes d'atteinte de l'encéphale, avec notamment une ataxie, l'origine de vertige qui est fréquente et assez caractéristique de cette maladie, des tremblements, et tout un panel d'atteintes neurologiques centrales allant de troubles phasiques, d'atteintes de paire crânienne, et pouvant aller même jusqu'à des troubles de la conscience. Il doit également y avoir une atteinte juste au niveau médulaire avec des tableaux de myélite qui donnent des tableaux de paralysie flasque, notamment au niveau des membres supérieurs. Alors, voici une question. Alors, quel examen, donc au singulier, donc il faut mettre un seul examen, réalisez-vous pour confirmer l'encéphalitatique? Donc, une PCR TBE virus sur sang, une PCR sur LCR, des IgM TBE sur LCR, des IgM et des IgG dans le sang, la synthèse intrathecale dans les LCR, une IRM cérébrale, où vous ne faites aucun examen en plus, le diagnostic est clinique. Donc, il y a une préférence pour le moment pour la PCR TBE sur LCR. Alors, on va regarder la bonne réponse. C'était donc des IgM et des IgG sur sang. Donc, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Donc, la PCR sur sang, on ne la réalise pas parce qu'elle est négative à la phase neurologique. La PCR sur LCR, on ne la fait pas non plus parce qu'elle est peu sensible. Les IgM sur le LCR, on ne le fait pas en première intention en tout cas, parce qu'ils apparaissent plus tardivement que dans le sang. Et donc l'examen à réaliser, c'est le dosage des anticorps IgM, IgG, TBE sur sang. Donc en fait, une entre guillemets simple prise de sang permet de poser le diagnostic. La synthèse intrathecale de LCR, on ne la réalise pas non plus en première intention. L'IRM cérébrale,
pose pas le diagnostic, mais elle est fréquemment réalisée, notamment dans la recherche de diagnostics différentiels d'encéphalite. On peut retrouver des anomalies dans environ 20% des cas, avec notamment des anomalies de signal au niveau du tronc cérébral, du cervelet. Voilà, et le diagnostic n'est pas purement clinique. Donc là, cette figure, c'est pour illustrer ce que je viens de vous dire. Donc ce qu'on voit sur cette figure, c'est que la première phase, la phase 1, le tableau gris pâle, en fait, est fébrile. À cette phase, en fait, on peut réaliser, en fait, il y a une virémie, et donc on peut réaliser une PCR du virus dans le sang pour poser le diagnostic. Mais cette phase est souvent très courte, et en fait, dans la seconde phase, la phase neurologique, c'est dès le début des symptômes neurologiques, les anticorps dans le sang sont positifs, mais par contre, la phase de virémie n'est plus présente, et donc la PCR dans le sang n'est plus utile au diagnostic. On peut aussi réaliser des IgM TBE dans le LCR, mais leur survenue est plus tardive. Ils sont toujours positifs à distance des symptômes, mais au moment où on fait la ponction lombaire, ils ne seront pas forcément positifs. Alors, comme on a dit qu'il y avait d'autres virus qui croisaient la famille des flavivirus avec la TBE, il est important de demander aux patients ces expositions antérieures à des flavivirus ou à des vaccins contre les flavivirus, notamment le vaccin contre la fièvre jaune, car dans ces situations-là, le patient peut avoir des anticorps, peuvent se positiver pour la TBE, et pour savoir si ces anticorps sont spécifiques de la TBE, il faut réaliser un test de neutralisation. Et en cas de vaccination antérieure par TBE, la sérologie sera aussi positive de toute façon. Donc on réalise à ce moment-là une synthèse intratécale pour porter le diagnostic. Alors, chez ce patient, la sérologie TBE est positive en IgM et IgG. L'aciclovir et l'amoxicilline, qui avaient été débutés en traitement probabiliste d'une méningoencéphalite herpétique ou d'une histériose, sont donc suspendus. C'est une maladie dont le traitement est symptomatique. Il n'y a aucun traitement spécifique actif sur le virus. L'évolution clinique, malheureusement, du patient est défavorable. Il présente une paralysie faciale, une dysarthrie, une hypovigilance ainsi que des troubles de la déglutition qui se compliquent de fausses routes avec détresse respiratoire, ce qui va le faire transférer en réanimation où il est placé sous ventilation mécanique. Alors, dans les encéphalites à TBE virus de sous-type européen, ce qu'on rencontre chez nous, quelles sont les bonnes réponses? Les formes sévères surviennent dans 75 à 95% des cas. Environ 35% des patients présentent des symptômes persistants 6-12 mois après le diagnostic. Les séquelles sont plus importantes chez les patients âgés. La mortalité est de 20 à 40%. Chez l'enfant, les séquelles sont de l'ordre de 1%. Donc, il y a un petit peu des réponses un peu partout. C'est encore un tout petit peu de temps. Alors, on va regarder. Ah, ça bouge encore. On va regarder les bonnes réponses. Du coup, on va tout de suite regarder comme ça. Donc, les formes sévères surviennent dans 75 à 95% des cas. C'est faux, c'est moindre. C'est dans 44 à 55% des cas, donc un patient sur deux. 35% des patients présentent des symptômes persistants à 6-12 mois. Ça, c'est vrai. Les séquelles sont plus importantes chez les patients âgés, c'est vrai. Là, j'étais un facteur de risque de faire des formes plus graves, mais également d'avoir plus de séquelles. La mortalité de l'ordre de 20 à 40%, non, c'est nettement moindre. Hein. C'est une mortalité qui est estimée entre 0,2 et 1%, on va dire, hein, donc qui reste plutôt faible. Par contre, 20 à 40%, c'est la mortalité qu'on retrouve pour le sous-type asiatique du virus, qui est probablement, qui est peut-être surestimé, mais avec une mortalité clairement nettement plus importante que pour le sous-type européen. Et chez les enfants, les séquelles sont beaucoup plus rares, estimées de l'ordre de 1%.
Ça, c'est juste une figure pour illustrer qu'avec l'âge qui augmente, le pourcentage de formes sévères ou modérées est nettement plus important, sachant que les formes donc mild, c'est-à-dire légères, sont en gros des formes purement méningitiques. Les formes modérées sont des formes avec des signes d'encéphalite, ou plutôt, on va dire, un signe d'encéphalite en général, un signe focal. Et les formes sévères sont l'atteinte de plusieurs fonctions cérébrales qui classe les patients en forme sévère. Donc, le séjour en réanimation est marqué par plusieurs pneumopathies acquises sous ventilation mécanique, ainsi qu'une persistance des troubles de la déglutition, motivant une trachéotomie et une gastrostomie. Après 12 semaines de séjour en réanimation, le patient est transféré en rééducation, et c'est à ce moment-là qu'il se demande comment il aurait pu éviter cette infection. Donc, voici la dernière question, il me semble. Donc, la vaccination TBE en Autriche a permis une baisse significative de l'incidence de la maladie. La vaccination TBE est recommandée chez les gardes forestiers en Alsace. Une dose de vaccin coûte 300 €. Encepur, qui est un des vaccins contre l'encéphalite est en rupture de stock depuis juin 2023. Le schéma vaccinal comporte 3 doses et permet une immunisation à vie. Et vous lui conseillez de se faire vacciner car il est à risque de refaire une TBE. Alors, j'attends encore un petit peu. Donc, on va regarder les réponses. Alors, donc, la vaccination TB en Autriche a permis une baisse significative de l'incidence de la maladie, c'est vrai. La vaccination TBE est recommandée chez les gardes forestiers en Alsace. Alors, j'ai mis recommandé, on aurait peut-être plutôt dire conseillé, mais je vais revenir un petit peu là-dessus, mais c'est vrai. Une dose de vaccin coûte 300 €, non, c'est moindre. Alors en fait, en vrai, il n'y a pas de prix clairement établi puisqu'il n'y a pas de prise en charge par la sécurité sociale. Mais en regardant un petit peu, j'ai vu que sur l'Institut Pasteur proposait une dose de vaccin pour environ 60 €. Après, ça doit dépendre probablement des pharmacies. L'Encepur est en rupture de stock, en effet, depuis juin 2023. C'est vrai. Le schéma vaccinal comporte 3 doses et permet une immunisation à vie. Ça, c'est faux. Il y a nécessité de rappel. Et vous lui conseillez de se faire vacciner quand il est à risque de refaire une TBE. C'est faux, vu que la TBE est une maladie immunisante. Donc là, c'est juste pour illustrer qu'en Autriche, la vaccination TBE, donc l'Autriche, pour rappel, c'est en Europe centrale, un pays à forte incidence de TBE, selon les années, entre 4 à 10 cas pour 100 000 habitants. Et donc, à la fin des années 80, une vaccination en population générale a été introduite. Et en 2011, on avait environ 85% de couverture vaccinale, donc au moins une dose de vaccin. Et donc ça, c'est la courbe noire, que vous voyez, le pourcentage de la population qui a au moins une dose de vaccin. Et on voit qu'à partir du moment où la vaccination est introduite, les personnes vaccinées ont un risque de TBE nettement moindre que les personnes qui ne se font pas vacciner. Alors, la vaccination, du coup, un petit mot là-dessus. En Europe, il y a 2 vaccins commercialisés, ou en tout cas en France, c'est l'Encepur et le Ticovac. Donc, c'est les 2 vaccins enfin, les vaccins peuvent être administrés dès l'âge de 1 an. La primo-vaccination se fait en général en 3 doses avec des schémas qui diffèrent un petit peu. En gros, il y a une dose à 1 mois, à 3 mois, et la 3e dose est soit entre 5 et 12 mois ou entre 9 et 12 mois, puis un rappel à 3 ans. Et un rappel ensuite tous les 5 ans, sauf après l'âge de 50 ans, où les rappels se font tous les 3 ans en raison d'une baisse d'immunité liée à l'âge. Il existe également un schéma accéléré
avec 2 doses en 2 semaines d'intervalle ou une semaine, avec une séroconversion qui a lieu 14 jours après la deuxième dose, ce qui fait qu'on a une immunité qui commence environ, au plus tôt, environ 1 mois après le début d'un schéma accéléré. Les vaccins sont interchangeables et c'est des vaccins qui sont in vitro efficaces sur la souche sibérienne et orientale. La vaccination en France, si on regarde un petit peu de près les recommandations sur ce qui est écrit, dans les recommandations vaccinales 2023 en population générale, il n'est pas fait mention de la vaccination TBE. Il en est fait mention dans les recommandations sanitaires aux voyageurs, avec une vaccination qui est recommandée pour les voyageurs en zone de forte endémie, 6 séjours en zone boisée ou rurale, en dessous de 1500 mètres, du printemps à l'automne. Donc typiquement, un voyage dans la forêt en Autriche, en Slovénie ou en République tchèque, c'est un vaccin qui est recommandé. Pour l'Alsace, il est précisé dans ces recommandations aux voyageurs que la vaccination n'est pas recommandée. Après, en pratique, en Alsace, les mutuelles de personnes travaillant en forêt, notamment des gardes forestiers, prennent en charge cette vaccination, ce qui fait qu'on peut quand même considérer qu'elle est fortement conseillée, ou en tout cas conseillée par les infectiologues, même si ce n'est pas clairement écrit dans les recommandations, on va dire, nationales. Il y a des recommandations également OMS qui recommandent de vacciner en population générale lorsque l'incidence de la maladie est de plus de 5 cas pour 100 000 habitants par an, ou en raison d'une forte exposition dans une zone de plus faible incidence. Il y a des pays où l'incidence peut être moindre, mais si on a un micro-foyer, on sait que dans une zone géographique très précise, il y a beaucoup de cas décrits, ça peut discuter quand même de vacciner les personnes. Là, c'est plus pour ouvrir le débat, mais ce n'est pas le cas en Alsace, mais on pourrait se demander si les habitants des vallées à forte, où il y a beaucoup de diagnostics de TBE, ne pourraient pas être éligibles à une vaccination. Un petit mot de prévention, protection individuelle pour toutes les maladies vectorielles lactiques, donc pour prévenir la TBE également, porter des vêtements longs en cas d'exposition otique, vêtements de couleur claire pour les voir plus facilement, et des vêtements couvrants, utiliser des répulsifs cutanés. Un examen cutané après exposition, après promenade en forêt ou travail en forêt, notamment au niveau des plis du cuir chevelu, à répéter le lendemain si la tique est engorgée de sang, elle est peut-être plus facile à voir, et un retrait de la tique le plus vite possible, mais dans le cas de la TBE, le retrait rapide de la tique ne prévient pas le risque de transmission, à l'inverse de la borréliose. Le virus étant au niveau de la tique dans les glandes salivaires, il est pénètre très vite dans l'organisme et il n'est pas dépendant de la durée de la tique sur la peau. Et désinfecter après le retrait la zone de piqûre. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je ne sais pas si on a encore le temps pour des questions, mais si c'est le cas, j'y répondrai avec plaisir. Les cas asymptomatiques le restent-ils à vie? Oui, c'est-à-dire que si on fait une infection, une infection, si on est asymptomatique, en fait, finalement, qu'on se rend compte un jour qu'on a des anticorps contre le virus, on ne va pas développer des symptômes plus à distance, quoi. C'est une maladie aiguë. Soit il y a une réaction de l'organisme, soit il n'y en a pas, mais voilà, si on se rend compte un jour qu'on a des anticorps et qu'on n'a jamais fait de symptômes, pas de panique, il ne va rien se passer, hein. Sauf s'il y a une piqûre de tique, on va dire, dans les 20 jours précédents, quoi. D'ailleurs, pour la petite histoire, un des patients qu'on a eu au service dont a inspiré le cas clinique, en fait, était après son tableau fébrile, en fait, je l'ai pas mis dans ma présentation, avait donc plus de symptômes, avait fait cette phase fébrile sans symptômes neurologiques, cette première phase, avait plus de symptômes et en fait avait réalisé une sérologie TBE 14 jours plus tard qui s'est révélée positive alors que le patient était asymptomatique et environ 10 jours plus tard après cette sérologie positive, il a présenté des symptômes neurologiques. Mais bon, c'est une situation
assez atypiques. On réalise pas si souvent que des sérologies TBE de contrôle chez des patients asymptomatiques. Et en pratique, ça ne changeait rien pour lui, vu qu'il n'y a pas de traitement. C'était juste un petit peu une épée de Damoclès au-dessus de ta tête, et il s'est avéré qu'il a fait des symptômes neurologiques par la suite. Après, est-ce qu'il y a une immunité protectrice après l'infection? Alors, dans tout ce que j'ai vu, oui. A priori, on ne peut pas faire deux TBE. En tout cas, j'aurais tendance à dire aux sous-types européens. Pour les sous-types orientaux et sibériens également, le vaccin protégeant bien pour les différents sous-types, je pense qu'on ne peut pas faire une deuxième TBE. Et je n'ai pas de notion de patients qui ont fait 2 TBE. Dans tout ce que j'ai pu voir, il est précisé plusieurs fois que c'est une infection immunisante. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. C'était très intéressant et très clair.